quelle vision d'avenir pour vous? C'est pour ça que M. Metz a bien enchaîné, puisque quelle perspective en Europe? Quel avenir pour la mer en Europe en particulier? Quelles évolutions? Quelle collaboration? Quel conflit pour les années, voire les décennies à venir? En quelques mots, avec peut-être une idée en particulier. Je vous propose de commencer là-dessus, d'enchaîner. Je ne sais pas si l'un de vous trois veut commencer. C'est assez compliqué. Moi, je comprends qu'il faut se mouiller, mais j'avoue qu'en vous entendant parler, et en particulier M. Karleskind sur cette idée de fonds européens, moi je vois quelque chose de très optimiste en Europe, puisque j'ai l'impression qu'on peut, même s'il n'y a pas consensus, aller vers quelque chose de collaboratif en tout cas, et un engagement commun. Mais j'espère que d'un point de vue marin et maritime, ça puisse continuer de ce côté-là. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole sur une note, qu'elle soit positive ou négative. Je l'espère positive. Sinon, à défaut, je vais devoir... Comme c'est moi qui ai toujours commencé, je vais commencer à vous faire quelques propositions. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de tout de même la perspective, qui d'ailleurs n'en est peut-être pas une, mais en tout cas est très lointaine d'un espace maritime européen. Il y a un moment, il va falloir se poser ce genre de questions, que ce soit sur la question réglementaire, sur la question sociale. Il y a un point sur lequel les choses semblent avancer, mais j'arrive honnêtement pas à avoir assez de retour sur la réalité. C'est un espace maritime environnemental européen commun. Il y a quand même des outils assez puissants sur les questions environnementales en mer qui ont été mis en place au niveau européen, à travers la directive 4 stratégie milieu marin. À noter quand même que c'est une directive, et qu'une directive, par définition, impose aux États de mettre en œuvre des politiques relatives au sujet traité, avec un minimum de cadre commun, mais toujours est-il que ce sont les États donc qui sont face à la nécessité de mettre les lois et les règlements nécessaires pour la déclinaison et la transposition de cette directive. Mais malgré tout, on a tout de même, je crois, à défaut d'avoir formellement un espace environnemental commun, on a, je pense, on commence à avoir une vraie vision environnementale commune au niveau européen. Malgré tout, moi je fais le constat, et je le fais le constat encore plus avec l'actuelle Commission européenne, la Commission von der Leyen, d'une Europe maritime qui repart dans les travers qui étaient les siens, c'est-à-dire le travail en silo. Finalement, on a bien du mal à voir quelqu'un qui pilote le navire de la politique maritime intégrée, qui fut pourtant quand même, je ne sais pas s'il faut dire un succès, mais au moins un succès d'annonce, d'entraînement, de création d'idées du président de la Commission européenne, Barroso, ancien Premier ministre portugais, qui pour le coup avait une vision maritime. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Madame von der Leyen n'est pas très branchée sur le maritime. Le commissaire en charge des sujets maritimes, c'est un Lituanien, c'est le plus jeune. En gros, c'est pas celui qui a le poids politique le plus important. Et celui qui devrait être le fer de lance du maritime, porter les choses, c'est Frans Timmermans, qui est vice-président exécutif en charge de la mise en œuvre du Green Deal. Mais Timmermans, vous lui parlez maritime et fait de l'urticaire. La seule chose qu'il a retenue sur le maritime, c'est une étude qui avait indiqué qu'un bateau de croisière à l'arrêt à Marseille polluait autant que 5 millions de voitures, ce qui était un raccourci extrêmement rapide sur une catégorie très particulière de particules. Voilà. Donc en gros, il a retenu ça et il dit, en fait, le maritime, c'est n'importe quoi, la mer ou l'eau. Donc ça ne dit pas grand-chose. Et malheureusement, je ne peux faire le constat que j'arrive pas à accrocher. Alors, on est un certain nombre de parlementaires européens à pousser, à faire des rapports d'initiative du Parlement européen pour indiquer, attention, ayez des approches plus intégrées de ces questions-là, parce que il y a de vrais enjeux à poursuivre finalement, des choses intéressantes qui se sont mises en place. Je pense à la régionalisation de la politique commune des pêches. Quand on dit régionalisation, c'est traitement par bassin maritime. On voit bien que cette question de la régionalisation de la politique commune des pêches, c'est de dire, de la première question que vous nous avez posée, il y a des bassins maritimes qui ne sont pas les mêmes, la pêche n'est pas les mêmes, mais enfin, il va bien falloir comprendre aussi une chose, c'est que longtemps on a considéré que le seul facteur de pression sur les stocks de poissons, c'est la pêche. On comprend maintenant de façon
absolument flagrante que le réchauffement climatique, les pollutions diverses, les déchets marins sont des facteurs extrêmement importants. On peut toujours s'énerver sur les pêcheurs en mer Celtique qui veulent pêcher, qui pêchent par malheur du cabillaud, mais enfin le cabillaud il est juste en train de se barrer parce qu'il migre vers le nord et que c'est le réchauffement climatique qui fait tout ça. Mais si on n'est pas capable d'intégrer le donné changement climatique, finalement on fait payer aux pêcheurs des trucs complètement abracadabrantesques. Donc on est dans cette situation, moi je crois qu'il y a la possibilité de poursuivre dans cet aspect-là. Et finalement de se dire, faisons vivre nos bassins maritimes en nous peut-être basant sur cette idée de régionalisation. Et quand je dis régionalisation, c'est aussi la création de gouvernance un petit peu revisitée, où on met autour de la table les parties prenantes, les scientifiques, les pêcheurs, les personnes qui peuvent être impliquées, qui à un moment ont quelque chose à apporter dans cette gouvernance. Après, aux décideurs de mettre en place les réglementations qui vont bien. Mais je crois que sur cet aspect-là, on n'y coupera pas, d'autant plus qu'il y a un enjeu de restauration des écosystèmes marins qui est majeur aujourd'hui. Il est majeur parce que l'Europe, c'est un territoire où la civilisation s'est développée depuis le plus longtemps, et en particulier l'ère industrielle. Et au fond, nous sommes quasiment ceux qui avons le plus émis de pollution en tout genre. Et donc il y a un moment, on a probablement, sans le voir, et on ne le perçoit pas, parce que finalement ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on a commencé à tout dégrader, on a probablement un vrai enjeu pour faire en sorte que, et je pense que ça ne peut venir que d'impulsion au niveau européen, faire en sorte que nous soyons capables de restaurer les écosystèmes marins de façon à les rendre plus productifs. Et cela, c'est pour moi probablement quelque chose d'intéressant à creuser au niveau européen. En tout cas, moi, au niveau de la commission pêche, c'est quelque chose que j'essaierai de pousser parce que c'est à la fois un beau projet mobilisateur. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Pascal Lamy, qui a été mandaté par la Commission européenne pour faire un travail de réflexion sur c'est quoi le grand projet pour les océans en 2030. Il a proposé des océans sains et productifs, je crois, enfin, nettoyer les océans d'ici 2030. Bah, ce que je viens de vous dire, il dit pas beaucoup de choses différentes de cela. C'est possible. C'est possible si on en met les moyens. Si on en met les moyens, on est capable de le faire. Et en plus, on aura des gains de productivité sur tout un tas de secteurs qui nous seront bénéfiques. Donc voilà, on pourrait avoir ce grand élan mobilisateur qui serait qu'une étape sur ce fameux espace maritime européen, mais qui me paraît assez essentiel. Merci beaucoup. François Guizot. Alors, allez-y. Non, je vous en prie, Juste pour rebondir justement sur ce que venait de dire Monsieur Karlekin, j'ai eu la chance en tant que jeune consultant de faire partie d'une des équipes qui avait fait une partie des études préfiguratrices à la déclaration pour la croissance bleue de Maria Damenaki. Et à l'époque, la toute première réunion qu'on avait eue, il y avait une adjointe de Madame Damenaki qui était dans la salle et qui nous avait dit c'est simple, on doit arrêter de penser en silo, on doit regarder la mer tout azimut, et quelle que soit la direction générale concernée. Donc nous on se disait super, on a une impulsion politique, on va pouvoir en tant que consultant et chercheur pouvoir aller gratter un peu partout et poser des questions. 3 mois après, on s'était pris des bâtons de partout. On a commencé à discuter transport maritime, la DG Transport nous fait non. C'est pas Maria Damenaki. Maria Damenaki, vous êtes gentil les cocos, mais Maria Damenaki, c'est à l'époque c'était DG Marais, mais c'était DG Pêche, affaires maritimes et pêche. Désolé, mais transport, c'est pas dans affaires maritimes et pêche, donc vous arrêtez de parler de transport. Ah bon, on va parler recherche. La DG Recherche nous fait la même chose. Toutes les DG ont défendu leur précaré. Résultat des courses, la croissance bleue, la déclaration pour la croissance bleue, quand vous regardez les secteurs qui sont affichés, ce sont quand même des secteurs qui sont très 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 proches des ressources marines renouvelables gérées à l'époque justement par la direction de Maria Damenaki. Donc il y avait ce premier effort
qui était d'essayer justement de regarder la mer de manière transverse, qui a un peu échoué en race campagne parce qu'il y a eu une première guerre des silos. Monsieur Karleskind vient de nous dire que la commission actuelle tend à reproduire ce schéma. J'espère très sincèrement que le Parlement va réussir à légèrement infléchir la course. Je note sur ce sujet-là que je suis en lien assez régulier avec la ministre de la Mer au niveau français, parce que nous avons un créneau relativement intéressant qui est celui de la présidence française de l'Union européenne. Puisque vous savez que la présidence est tournante tous les 6 mois. Et donc, on compte bien profiter de ces 6 mois pour mettre un petit peu en synergie ce que le Parlement peut porter dans ses discours et ce que l'État qui gère la présidence tournante peut mettre en avant. Or, il se trouve que depuis le Brexit, le grand pays maritime de l'Union européenne, c'est la France. Et que donc, si on ne le fait pas, personne ne le fera d'autant. Monsieur Guizou, je vous propose de fermer la marche sur cette question de perspective. Alors, merci beaucoup. Bon, déjà, j'apprends beaucoup sur les dynamiques européennes. Je vous remercie. C'est une interaction très intéressante. C'est compliqué. Déjà parce que vous savez que Benjamin, que j'aime pas trop faire de la prospective. Mais en tout cas, sur les facteurs qui seraient intéressants de suivre. Bon, tous les conflits en cours, qu'ils soient armés, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'échange de tirs, c'est intéressant. Donc là, je dis ça, je dis rien. Ça ne fait pas avancer un iota. Je pense que, à l'échelle de ce que j'étudie, ce qui a bien marché, c'est ce qui concerne l'intégralité des Européens. C'est-à-dire la lutte contre la piraterie, par exemple. Ça a fédéré. Ça a fédéré au niveau mondial également. La question écologique, ça peut fédérer. La question du transport maritime, ça peut fédérer. Je pense que la pêche est effectivement quelque chose de déterminant. On vient d'avoir une brillante démonstration. En dehors de ça, j'ai pas d'avis, si ce n'est que il faut pas se sentir menacé. Il faut croire aussi que chacun joue ses cartes et que les journées des hommes font toutes 24 heures et que finalement les centres de gravité ne bougent pas si vite que ça et que in fine, quand bien même la Grande-Bretagne est partie, quand bien il y a des fractures, je pense que le noyau européen devrait être relativement solide pour les défis de l'avenir, au moins dans les 10-15 prochaines années. Et c'est tout ce que je peux dire malheureusement sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup. Ça ferme la marche. Moi, j'aurais une petite question sur le sujet. On a pu entendre parler de gestion intégrée, de productivité aussi. Monsieur Karleskind, vous avez parlé d'espace productif, et je pense que je me trompe pas beaucoup si je dis que quelque chose qui est productif, ça va amener de l'intérêt, et c'est des choses qui vont pouvoir amener des questions, et s'il y a des bénéfices à en tirer, ça va facilement rentrer dans les discussions. Et je me pose des questions en Europe de ce qui est des EMR, et je pense que c'est relativement associé des aires marines protégées, puisque je pense que ça vous concerne, vous avez, je pense, tous les trois un avis là-dessus, puisque les EMR, elles sont productives, ça peut permettre de questionner l'environnement, mais également l'avenir et une question de productivité, et les AMP également, je pense, les aires marines protégées. Je voudrais avoir votre avis peut-être sur ces deux petits points-là pour conclure. Pour changer, je peux me lancer. En fait, la question que vous posez, Benjamin, c'est surtout la question de la gestion de l'espace au global. Que l'on parle d'EMR, que l'on parle d'air marine protégée, que l'on parle de pêche, que l'on parle de couloirs de transport, de détroits. Au global, la mer est un espace fini et les usages sont de plus en plus nombreux. Les usages traditionnels, transport et pêche, maintenant, doivent également composer justement les usages que vous évoquiez, les EMR, mais également la protection, et puis bientôt d'autres usages, les nodules, pourquoi pas, peut-être un jour. Là-dessus, on est quand même dans un espace qui tend à se réduire et qui, on parlait de conflit tout à l'heure, qui tend à devenir conflictuel. Lorsqu'on a indiqué aux pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc ou aux pêcheurs du plateau de
en face de Nantes que on allait mettre des éoliennes quelque part, je peux vous dire que il y a eu un peu de remous, voire même beaucoup de remous. Il faut quand même se dire que ces différents usages vont conduire, pour certains États membres, conduisent déjà à des questions insolubles. Quand vous regardez la planification marine en Allemagne, ou la planification marine aux Pays-Bas, tout le monde pense qu'il y a un espace immense pour des bateaux de pêche, par exemple. Vous regardez ce qui reste, il n'y a plus rien, quoi, hein. D'autant plus que le grand espoir des Français qui était de se dire bah, c'est pas grave, ils vont mettre des éoliennes au milieu de la mer, mais ils vont les espacer suffisamment, on va pouvoir pêcher au milieu. Honnêtement, cet angle-là, pour l'instant, je ne l'ai entendu qu'en France. Hein. L'angle, non les gars, vous êtes gentils, mais il n'y a pas un hélicoptère qui ira vous chercher au milieu, et si jamais vous vous accrochez avec une éolienne, vu le prix de l'éolienne, ne rêvez même pas, on veut même pas prendre le risque que peut-être un jour vous y arriviez. Donc là, on va être dans des zones sans pêche. Ça devient un enjeu fort. Alors justement, par rapport à un petit point qu'a dit M. Carlestin tout à l'heure, effectivement, le Royaume-Uni, ils n'avaient pas trop regardé leur zone économique exclusive à l'ouest. Mais à l'est et en mer du Nord, ils l'avaient regardé de très près. Parce que là, les zones économiques exclusives à l'est, il y avait un intérêt fort qui était le pétrole et le gaz. Et donc ces lignes-là, elles ont été définies très tôt. Parce que ces lignes-là, en fait, à partir du moment où vous avez une ligne dure, entre guillemets dure, de zone économique exclusive au-dessus d'un réservoir gazier ou pétrolier, il y a des règles de répartition très strictes qui permettent de dire à chaque État quel goût il va avoir. C'est d'ailleurs actuellement le problème qu'il y a entre le Sénégal et la Mauritanie. Ils se tapent dessus pour savoir où est la limite par rapport à des potentiels gisements d'énergie offshore qu'ils ont en face de chez eux. Quand vous regardez les cartes de pêche il y a encore quelques années, effectivement, les zones à l'ouest, en fait, il y avait une ligne qui était la ligne que voulaient les Irlandais et une ligne que voulaient les Britanniques. Et d'ailleurs, il y avait la même, hein, il y avait la ligne que voulaient les Français et la ligne que voulaient les Britanniques. Ces questions justement de territorialisation entre États, mais même d'utilisation au sein des États, vous ajoutez par-dessus la question du changement climatique qui fait que l'usage d'aujourd'hui, c'est pas l'usage de demain. Ça va être un sacré casse-tête pour, je dirais, la puissance publique. Comment réussir à faire en sorte que tout le monde cohabite sans en venir aux batailles coup de boulon envoyées d'un bateau à l'autre. C'est difficile de réagir parce qu'effectivement les questions sont posées et puis il n'y a pas forcément de réponse sur tout ça. Cependant, c'est amusant puisque c'est exactement, on a eu un débat hier en commission pêche au Parlement européen sur justement les éoliennes en mer. Et j'ai repris de façon peu sympathique un collègue qui dépeignait la mer comme un espace immuable où les choses ne changent pas et où finalement la pêche a sa place, pas à sa place, c'est parce que je veux pas dire elle a sa place naturelle qui est indéboulonnable, mais c'est simplement de dire bon les choses ne changent pas finalement, contentons-nous d'une forme de conservatisme qui va bien. Moi je crois que il faut pas perdre d'horizon le fait aussi que les professionnels de la mer, les professionnels de la pêche ont été capables d'évolution, d'innover. Enfin, la pêche d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la pêche d'il y a 50 ans, n'a rien à voir avec la pêche d'il y a 100 ans. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête aujourd'hui. Et moi, j'ai du mal à ne pas voir aussi avec une forme d'optimisme ce dont nous parlons. Parce que si dans certains parcs éoliens, effectivement, on ne peut pas aller pêcher. Demain, on peut faire de l'aquaculture à l'intérieur. On peut imaginer, il y a des projets qui sont portés par des entreprises, des laboratoires de recherche, notamment à Brest où Sébastien Metz se trouve. J'en ai vu passer quelques-uns. Il y a des beaux projets très intéressants et donc en fait, on est un peu en train de construire les activités maritimes de demain. Vous savez, on dit toujours les activités traditionnelles maritimes. La conchyliculture. La conchyliculture, elle a 150 ans. C'est pas si traditionnel que ça, la conchyliculture. Pourtant, on imagine que c'est un truc hyper structurant depuis des années.
Et ce qui m'avait énervé, c'est que mon collègue disait, quand on regarde la mer, on voit un espace immuable depuis des siècles, voire des millénaires. Que dalle, non, que dalle. Il n'y avait pas de chantier ostréicole il y a plus de 150 ans en Bretagne, par exemple. Les bateaux ont changé. Il n'y a plus le même nombre de poissons dans la mer. Ce genre de choses. Donc, si vous voulez, je veux rester optimiste sur le côté, les communautés, les territoires littoraux se sont toujours adaptés sur tout ça. La question que vous avez posée sur il y a de l'intérêt à mettre en place des aires marines protégées. Quand vous dites de l'intérêt, moi j'entends intérêt financier. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui traverse beaucoup les réflexions européennes aujourd'hui, parce qu'effectivement, on se rend compte, si j'en ai échangé il y a quelques semaines avec ma collègue Catherine Chabot et puis Pascal Canfin, qui est le président de la commission environnement. Nous votons en ce moment et nous mettons en œuvre des mécanismes financiers qui permettent de financer la transition énergétique. Et c'est vrai que sur les sujets maritimes, on peut avoir le développement d'une sorte de finance carbone. Par exemple, les aires marines protégées pourraient être des réceptacles de puits de carbone au niveau maritime. Alors, il se trouve que je travaillais sur les questions de stockage de carbone de captage de carbone dans les océans. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes, mais de fait, on a peut-être aussi une réflexion sur les années à venir sur, je disais tout à l'heure, restaurer les écosystèmes marins. Restaurer les écosystèmes marins, c'est aussi leur redonner leur fonctionnalité en termes de capacité à fixer le dioxyde de carbone que certains ont perdu, puisque les écosystèmes ne sont pas en bon état. Et quand vous voyez que vous pouvez, sur le marché carbone, valoriser du CO2 que vous n'avez pas émis, vous vous rendez compte tout de suite que vous avez quand même un sacré champ de finances pour réfléchir à la mise en place de mesures de cet ordre-là. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais en tout cas, il y a des champs qui sont ouverts clairement sur ces sujets-là, et je crois que l'Europe a tous les atouts pour pouvoir être leader sur ces sujets au niveau mondial. On a une note d'optimisme, c'est agréable à entendre. Il y a de la recherche en Europe, et il y a beaucoup de choses qui se font. C'est plaisant à entendre en tout cas. Et je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pu intervenir. C'est un plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être, Monsieur Metz, on vous a pas entendu. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Est-ce que vous voulez... Non, je disais, on n'a pas entendu François Guizou. Et je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Guizou. En fait, pas grand-chose. Ça, c'est des thématiques qui me sont qui sont lointaines. J'ai étudié la géographie à Nantes, dans un département maritimiste, donc j'ai quand même quelques bases. Moi, in fine, pour une fois, je vais donner mon avis. Je vais pas être un analyste brutal. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes de riches. Bon. À l'échelle globale, ça c'est certain. Vous disiez tout à l'heure que on émettait beaucoup. Effectivement, regardons la Chine aussi. Regardons le niveau de vie des Australiens et regardons le niveau de vie aussi en Amérique du Nord. Ça c'est une chose. On vit dans un monde intégré. Le patron de Maersk disait il y a quelques années que son problème à lui, c'était pas les pirates, c'était les tree huggers, c'est-à-dire les écologistes qui font des câlins aux arbres. Parce que pour lui, ça lui coûtait plus cher de gérer les questions de pollution que de gérer la question de la piraterie. Et il disait ça devant l'amirauté américaine et des conseillers américains. Donc, à partir du moment où on est dans un système intégré, la question est compliquée. Donc, il n'y a pas encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une réponse. Et je pense que le centre de gravité, il n'est pas à un seul endroit. Et il y a quelque chose qui va mettre très longtemps à se mettre en place. J'espère que ce sera européen. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire quoi que ce soit sur cet avenir. Je pense que notre frontière avec l'Afrique est une question très importante et que c'est probablement là qu'une partie des solutions se trouveront. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre avis. Monsieur Metz, allez-y. Non, je voulais juste rebondir sur quelque chose que Pierre Kalaskine avait dit sur le financement de la protection par, je dirais, la compensation, par la prise en compte de la compensation carbone. Il y a quelques années,
donc à l'époque un prince qui faisait partie de l'Union européenne, le prince Charles, a poussé un peu certaines banques à réfléchir à comment financer l'arrêt de la déforestation et la reforestation par la mise en place de bons verts. Donc une banque suédoise, la banque SEB, ne me demandez pas l'acronyme, je serais incapable de vous le dire, hein, c'est un nom dans le suédois, a mis en place justement ces bons verts qui sont maintenant tamponnés du sceau de la Banque mondiale. Donc c'est des affaires tout à fait sérieuses. Ça rentre dans, si jamais vous avez des placements financiers éthiques, ça fait partie des placements financiers éthiques que vous pouvez avoir. Hein. Le Gabon a ainsi sanctuarisé et 10% de sa forêt sous couvert justement de financement par des bons verts. Il y a des photos que vous trouvez un peu partout, le prince Charles et le président Bongo signant l'accord. Il y a quelques années, le prince Charles s'est posé la question, enfin le prince Charles, quand je dis le prince Charles, non, les services du prince Charles se sont posé la question d'appliquer ce principe-là à la restauration des stocks de poissons. Donc on a travaillé là-dessus, c'était vers les années 2008-2009, peut-être un peu plus tard, 2009-2010, sur ces questions-là. En fait, une des problématiques sur lesquelles on s'est heurté très rapidement, c'est que les banquiers voulaient avoir une garantie. Donc quand vous financez de la reforestation ou de l'arrêt de la déforestation, la garantie, c'est la forêt, c'est facile. C'est quoi la garantie quand vous voulez restaurer le stock de cabillaud de mer du Nord? C'est pas le cabillaud lui-même, c'est le droit de pêche. Et c'est là où justement, pour l'instant, on n'arrive pas en fait à faire le lien entre la finance et la restauration des stocks de poissons. C'est comment on garantit en fait, comment on intéresse un banquier réellement, comment on lui apporte une garantie réelle, tangible pour lui, même si elle est intangible pour nous, qui va amener des sous sur la table, qui vont permettre d'aller vers une transition vers un niveau de pêche plus durable. Donc, il y a de la recherche, c'est en cours, c'est du boulot pour les économistes, Benjamin. Il ne faut pas désespérer, le master servira à quelque chose. Je ne désespère pas. C'est vrai que ces questions-là sont intéressantes et je pense que, pour en revenir aux aires marines protégées, ça rentre complètement dans ce credo-là. Et pour faire le lien avec l'Afrique dont vous parliez, M. Guizou, je pense que si tout cela se développe et puis de créer du lien, on parlait encore tout à l'heure des liens avec l'Union européenne et ses voisins, donc des voisins très proches, l'Afrique, et je pense, enfin les pays africains littoraux en particulier, et je pense que on est sur des notes quand même d'optimisme, et il y a beaucoup de choses à faire avec la mer, cet espace de liberté. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et je vous permets, si vous avez un mot pour la fin, je pense, à part s'il y a des questions en particulier ou si vous voulez discuter de quelque chose en particulier, moi j'ai pas de questions spéciales ni rien, mais si vous voulez conclure par un mot de la fin, un mot chacun pour finir, c'est avec plaisir. François Guizou, vous n'avez pas encore commencé, je vous laisse commencer pour le mot de la fin. Et effectivement. Moi d'abord je vous remercie, j'ai passé un moment très agréable et j'ai beaucoup appris, ça j'ai déjà dit. Finalement, moi ce qui me marque, c'est toujours on en est toujours au même niveau de conflictualité, c'est-à-dire que quand on aura compris que la conflictualité c'est une négociation, que ça sera plus utilisé dans nos médias comme quelque chose de violent, voilà, le monde est fait de conflits. Et c'est pas forcément pour le pire, ça peut être aussi pour le meilleur. Voilà. Merci. Sébastien Metz, allez-y. Puis le mot de la fin, c'est pour M. Carleschini. Oui, la conflictualité, je dirais le débat et la recherche du compromis. Effectivement, c'est ce qui va nous occuper ces prochaines années. J'espère que ça va occuper plus, que ça va intéresser in fine plus les opérateurs que les consultants comme moi. Parce que si vous reprenez l'exemple du Brexit, pour l'instant, ceux qui ont vraiment gagné leur vie sur le Brexit, c'est essentiellement les transitaires et les consultants. Il n'y a pas grand monde qui a gagné sa vie sur le Brexit pour l'instant. Donc voilà, j'espère juste que note d'optimisme, que je ne serai pas le seul à gagner ma vie dans les années futures et que le secteur réussira justement à passer au-delà de ces conflits pour un futur meilleur, un futur plus durable. Merci.
je dis quelques mots, c'est ça pour Avec plaisir, un petit Très mot de bien. la fin. Ça a coupé les Conclure. Non, écoutez, moi je veux tout simplement d'abord vous remercier et vous dire que je trouve que conclure sur cet aspect de la conflictualité est très intéressant parce que probablement un des continents qui a été le plus capable de faire des conflits en son sein, c'est probablement l'Europe. Mais sauf que c'est un continent qui, depuis 75 ans, s'est donné les moyens, en tout cas a essayé de se donner les moyens de passer et d'intégrer cette conflictualité dans sa façon de faire, mais sans se taper dessus. Ce qui quand même, est sur les sujets maritimes, est extrêmement important. Si vous prenez en plus le fait que l'Union européenne, par l'agrégation des zones exclusives économiques de ses États membres, est finalement le plus grand espace de zones exclusives économiques du monde, si vous prenez le fait que l'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde, et que donc c'est la première destination des navires de transport du monde, si vous prenez le fait que la plupart de vos communications Internet passent par les câbles sous-marins et que l'Europe est une des premières destinations de ces informations, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait, l'Union européenne doit, c'est presque une obligation de par son positionnement, de par sa position singulière, doit s'intéresser à ces sujets maritimes. Et donc, je vous dirais simplement que je n'aurai de cesse d'y travailler là où je suis dans les années qui viennent. En tout cas, je vous remercie parce que c'est aussi à travers les événements que vous organisez comme celui-là qu'on arrive à maintenir cette conscience maritime de l'Union européenne. Merci. Et avec plaisir, et c'est moi qui vous remercie surtout d'être venu, d'avoir discuté là pendant presque 2 heures. C'était passionnant. Moi-même qui suis passionné d'économie, de mer, et qui trouve l'Europe essentielle, et je vois beaucoup d'optimisme et beaucoup de belles choses à faire avec l'Europe, beaucoup d'opportunités en tout cas. Et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pu discuter pendant presque 2 heures ensemble. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous, Benjamin. Merci. Et donc, pour tous ceux qui ont pu assister à ça, j'espère que ça vous aura plu. On reviendra bientôt avec d'autres événements de la sorte. J'espère que vous serez là pour la suite. Le 14 avril, on reçoit Loïc Enaf qui va nous présenter son plan RSE Bigoud 2030. J'espère que ça vous intéressera. Et bien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, et à nous faire des retours, à nous envoyer un petit message si vous avez envie de quelque chose en particulier, si vous avez trouvé le format intéressant, si vous voulez des choses différentes, n'hésitez surtout pas. Et de la même manière, si vous avez même des concepts à nous proposer, quelque chose qui vous intéresse particulièrement à organiser, venez nous voir et on pourra voir ce qu'on peut faire avec vous, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et que ce soit à l'UBO ou ailleurs, le réseau étudiant a beaucoup de belles choses à organiser, je pense, et si on peut vous aider, être un vecteur d'organisation d'événements de ce type, c'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté ces 3 intervenants. Et merci beaucoup François Guizio, Sébastien Metz et Pierre Carlequine d'avoir donné un petit peu de votre temps pour les étudiants qui étaient là, étudiants ou non d'ailleurs, qui étaient là et qui ont pu vous écouter. Merci beaucoup.